Il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Bernard Kroguenec. Il est conseiller national Les Républicains, conseiller municipal d'opposition à Saint-Brieuc. Il est avec nous en direct, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Bernard Kroguenec, on va parler de politique, on va parler également de la situation au Proche-Orient, c'est important étant donné les dernières informations qui nous parviennent. Et puis on parlera aussi de la Nouvelle-Calédonie parce que vous y avez vécu, vous y avez été en Nouvelle-Calédonie. On en parlera aussi, ça résonne d'ailleurs assez fortement avec l'actualité du moment. On en parlera tout à l'heure à la fin de cet entretien. Tout de suite, si vous le souhaitez, on va parler du Proche-Orient, de ce qui se passe en Israël. Est-ce que c'est quelque chose pour l'homme politique que vous êtes qui vous inquiète, vous interpelle, vous attriste ? Bien évidemment, c'est une situation qui est effroyable. Il y a eu des actes terroristes du Hamas qui ont marqué les esprits par leur nouveauté. Je pense qu'il y a un tournant qui a été donné. Pour ce qui me concerne, je suis ça bien sûr de loin et je m'en tiens plutôt à la position du Parti des Républicains auquel je suis encarté. Et je suis avec attention les réactions en particulier de François-Xavier Bellamy par exemple, ou encore de Monsieur Ciotti. Alors, situation importante qui a des répercussions ici en France. On le voit, situation politique compliquée, on va y revenir, et également situation délétère si l'on voit, par exemple, si l'on considère la montée de l'antisémitisme. Là aussi, c'est quelque chose qu'on aurait aimé ne plus voir revenir dans nos rues, les tags, les étoiles de David, la montée de cet antisémitisme. Effectivement, c'est cela qui me préoccupe au quotidien en tant qu'élu local. Il y a effectivement aujourd'hui une montée des tensions entre les communautés qui est à déplorer et il est important que, par exemple, l'antisionisme, qui est souvent un antisémitisme déguisé, soit lui aussi condamné. Et au niveau de Saint-Brieuc, par exemple, il y a eu une manifestation peu après le 7 octobre de soutien au peuple palestinien, une manifestation qui en fait était interdite et il est déplorable que des responsables syndicaux, par exemple, puissent manifester. Et ce soutien au peuple palestinien, je le partage, mais il ne faut pas que ce soit une manifestation de haine contre les Juifs en particulier. Il faut être solidaire et avec le peuple palestinien et avec le peuple israélien. Dissocier finalement le soutien de tout un chacun au peuple israélien qui actuellement vit sous les bombes. Si là encore on considère les dernières dépêches qui arrivent, dissocier le peuple palestinien du Hamas, de cette organisation terroriste. Justement, le terme terroriste ou terrorisme n'a pas été cité par certains dirigeants politiques. On pense à Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Est-ce que ça vous a interpellé, là encore, en tant qu'élu, en tant qu'homme politique ? Assurément, en disant que les actes du Hamas sont effroyables, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont des actes inhumains, donc on ne peut que les condamner, et c'est bien du terrorisme à l'état pur. Maintenant, il faut effectivement distinguer le Hamas et le peuple palestinien. On ne doit pas... le peuple palestinien est la première victime, finalement, des exactions du Hamas. Et même en dehors de cette période, depuis des années, ils vivent dans la terreur à cause du Hamas. Donc il faut le condamner et les mots ont un sens. Donc il faut bien utiliser les mots adéquats. Avec là aussi un climat politique qui se tend, on le voit évidemment, et cette loi qui arrive, alors le hasard de calendrier, la loi immigration, on en parle beaucoup, projet de loi sur le contrôle de l'immigration qui doit arriver au Sénat dans une semaine. On sait que là aussi il y a beaucoup de tractations politiques. Les Républicains, par la voix d'Éric Ciotti, ont dit on ira jusqu'au bras de fer avec le gouvernement si besoin. Effet de manche ou réalité ? Disons, je ne suis pas dans le secret des députés.
même si je connais personnellement Olivier Marleix, leur président, je pense qu'effectivement c'est un sujet crucial, essentiel, où les Républicains ont une bonne, je dirais, occasion, opportunité de montrer leur détermination. Et effectivement, sur un tel sujet qui est crucial, il est possible qu'ils aillent jusqu'au bras de fer. Maintenant, l'immigration aujourd'hui, c'est un sujet très très complexe. Il n'est pas question de dire zéro immigration. Par contre, il faut la contrôler, il faut la réduire. Il y a eu 500 000 immigrés légaux l'an dernier, donc il faut absolument diviser par 5 peut-être ces entrées. Donc il y a aussi un homme comme David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, qui s'est exprimé là-dessus. Et il faut effectivement une loi qui tempère et qui marque un tournant en matière d'immigration. Alors, on a des grandes villes qui sont souvent le point d'arrivée des réfugiés, des migrants. On pense à Paris, on pense à Bordeaux, on pense à Nantes, à Rennes, mais à Saint-Brieuc aussi. Est-ce que des villes comme Saint-Brieuc, on ressent ce phénomène de l'immigration? Est-ce qu'il y a une réticence, par exemple, de la population? C'est difficile de répondre à une question comme ça, parce que moi, je voudrais pas non plus stigmatiser les immigrés à Saint-Brieuc. Il ne s'agit pas de le faire, c'est juste le ressenti. Disons qu'il y a effectivement des tensions. Maintenant, je pense qu'une ville comme Saint-Brieuc, le vivre ensemble est encore constaté. Disons qu'il n'y a pas de tension. Moi, je vais parfois au quartier, par exemple, Croix-Saint-Lambert le dimanche matin, où il y a un marché qui est très coloré, disons, et il n'y a pas de tension. Par contre, les événements du Moyen-Orient, effectivement, sont une source de tension, et j'ai peur qu'il y ait des répercussions au niveau local. Voilà le conflit qui finalement s'importe sur notre territoire. Plus politiquement, toujours autour de cette loi immigration, on a entendu Olivier Marleix il y a quelques jours qui a décidé de saisir la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, contre Gérald Darmanin, qui aurait censément fiché des députés LR à l'Assemblée nationale pour collecter justement les données de ces députés qui effectivement aurait plutôt tendance à vouloir faire régulariser des travailleurs clandestins, en tout cas sont favorables à cette régularisation. Voilà, donc Olivier Marleix a trouvé que le procédé de Gérald Darmanin était discutable, si l'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Vous m'emportez là sur un terrain national. Je pense qu'il ne faut pas non plus cibler ce projet de loi immigration uniquement sur le point de régulariser les travailleurs sans papier. C'est une loi qui doit être beaucoup plus globale et qui doit vraiment acter un virage en matière de politique migratoire. Ce point, c'est un point parmi d'autres, mais c'est un point, c'est vrai, qui est mis en exergue par les médias. Bon, Olivier Marleix, je lui fais confiance sur les réactions, sur les recours qu'il peut porter. Alors, plus largement, on a des échéances politiques qui vont arriver. On en parle déjà. C'est un peu le grand jeu médiatique de faire des prévisions. On a déjà les sondages. On a les élections européennes prochainement. Je dis prochainement parce que juin 2024, ça va arriver très vite. Les élections européennes, est-ce que c'est le grand enjeu pour LR? Parce que LR a perdu beaucoup le long de... Enfin, toutes ces dernières élections, on l'a vu. Est-ce que c'est le grand enjeu? Est-ce que c'est le moment de retrouver, j'allais presque dire, une légitimité électorale? Un de mes mauvais souvenirs depuis que je fais de la politique, ce qui est quand même assez récent, ce sont effectivement les résultats des élections européennes en 2019. François-Xavier Bellamy est pour moi un homme de politique de grande qualité, et il avait fait 8,5%, et ça avait été une forte déception après les 20% de François Fillon à la présidentielle. Et en fait, aujourd'hui, c'est sans doute lui qui conduira à nouveau la liste LR. C'est un excellent candidat, il a beaucoup travaillé depuis 5 ans, il a fait ses preuves, il est plus connu. Et 8,5%, finalement, ce serait un score
disons, satisfaisant dans l'état actuel des choses, après avoir fait moins de 5% le présidentiel. Donc effectivement, je pense que tous s'accordent à dire que les Républicains doivent faire un score, disons, proche au moins de 10% en 2024. C'est leur existence peut-être qui est en jeu, quoi. On parle beaucoup justement de l'existence des partis politiques aujourd'hui, en tout cas des partis politiques traditionnels. On pense au PS qui a beaucoup souffert, les Républicains qui ont beaucoup souffert. Emmanuel Macron est arrivé à redistribuer un peu le jeu politique. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de recentrer le jeu politique ? À mon sens, effectivement, c'est important qu'il y ait un débat et qu'il y ait une alternance. Et c'est ce qu'a cassé M. Macron, en cassant les partis de gouvernement de droite et de gauche. Il est important, pour moi, qu'on retrouve un débat avec une alternance de gouvernement gauche-droite, même si ça a eu des conséquences qui n'étaient pas toujours très positives. Mais je suis effectivement plutôt, et les Européennes, ça peut donner l'occasion justement de retrouver c'est pas un clivage, mais c'est un espoir d'alternance. Sinon, ce sont les extrêmes qui ont pris le dessus, et ça, c'est quand même ce qu'on peut reprocher à M. Macron. Il avait dit qu'il diminuerait les extrêmes, et les extrêmes n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Donc, on est dans une situation qui est quasiment dramatique. Et j'aimerais, moi, que la France revienne à la situation de 2012, quand Sarkozy a quitté le pouvoir, remplacé par Hollande, où on avait une alternance qui se passait quand même dans des conditions, je dirais, à peu près correctes, quoi. Avec justement ces extrêmes qui montent, on voit le Rassemblement national qui a beaucoup changé depuis des années, avec un renouvellement de ses cadres, avec un renouvellement aussi du discours politique, et on voit beaucoup de sympathisants ou aussi de militants LR qui ont franchi le pas, qui ont franchi le Rubicon, qui ont quitté LR pour aller vers le Rassemblement national. Et est-ce que là aussi c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter, à vous interroger ? Disons, c'est le challenge que doivent relever les Républicains dans les mois qui viennent. Faire revenir à eux des gens qui sont partis effectivement à Reconquête, mais qui seront peut-être déçus par des positions parfois un peu extrêmes d'Éric Zemmour, et aussi des gens qui sont allés vers Macron et qui sont déçus finalement, par exemple, sur des questions comme l'immigration, comme la sécurité et comme la santé publique. Donc c'est le challenge des Républicains de faire revenir à eux des personnes qui les ont quittés depuis quelques années. Alors il y a aussi l'extrême gauche, alors on y met un peu tout, on parle de la NUPES, la NUPES et cette union de la gauche qui s'est un peu fracturée, ça nous ramène au propos du début de cet entretien avec les propos de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous, en tant qu'élu, il vous inquiète Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous dites c'est un homme dangereux, on le lit de ci de là dans les gazettes? Je suis également conseiller d'agglomération à Saint-Brieuc-Armor agglomération, et on a délibéré sur un vote du danger contre les extrêmes, et en particulier c'était la violence faite aux élus. Et à l'occasion, j'avais pris la parole pour dire que c'était ciblé extrême droite parce que ça avait été rédigé par les Verts, et j'avais dit qu'il faut un équilibre. Et à mon sens aujourd'hui, et depuis la situation a encore évolué, à mon sens aujourd'hui l'extrême droite c'est le vrai danger pour la démocratie en France, y compris dont il y a Jean-Luc Mélenchon qui est un peu décrédibilisé maintenant, mais au niveau local on sent qu'ils sont extrêmement actifs, et effectivement il y a un climat de haine qui peut s'installer si on n'y prend pas garde, quoi. On a entendu des mots, guerre civile, danger pour la République, etc. Bon, excessif sans doute, mais est-ce que si on n'y prend pas garde, comme vous le dites, on peut glisser vers quelque chose de beaucoup plus grave, une crise beaucoup plus profonde? Il faut effectivement, je pense par exemple aux violences qui ont eu lieu fin juin à la Saint-Brieuc. La MJC a été incendiée. Le maire de Saint-Brieuc a dit la réponse ne doit pas être seulement l'autorité. Certes, mais l'autorité c'est un préalable. La remise en ordre du pays, c'est un préalable. Après, effectivement, il y a des mesures sociales qu'il faut prendre. Mais d'où
l'importance aujourd'hui, l'urgence de prendre des mesures pour rétablir l'ordre et en particulier aussi la justice, quoi. Disons, il y a de grosses défaillances de la justice dans ce pays quand on voit que les gens ne sont plus condamnés. Bon, c'est vrai que les prisons sont pleines, mais il y a véritablement une perte d'autorité qui est constatée à tous les niveaux. Et il faut effectivement rétablir une certaine autorité de l'État d'abord. Ça peut faire partie des réflexions pour 2027 au sein des Républicains, de LR, justement cette réflexion autour de la sécurité, autour finalement d'une France plus apaisée, mais plus contrôlée peut-être. Oui, certainement. Disons qu'il faut préparer 2027, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'avant il y a les européennes. Aujourd'hui, on doit plutôt se polariser là-dessus. Mais pour 2027, aux Républicains, nous avons des hommes politiques de grande qualité, hein, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, David Lisnard, je le citais tout à l'heure. Donc, mais au-delà de l'homme, il faut effectivement préparer un projet et réfléchir à toutes ces questions. Il faut véritablement se remettre au travail et préparer donc, disons, un cadre nouveau pour que l'état de la France s'améliore. Comme je disais tout à l'heure, en 2012, l'état de la France de 2012, on aimerait bien le retrouver aujourd'hui. Et donc, il faut pour cela vraiment un changement de cap par rapport à ce qui a été fait depuis 2012, certainement. Les élus de terrain dont vous faites partie font remonter, j'imagine, aux états-majors politiques, l'état du terrain, comment ça se passe, l'état social aussi, parce qu'on a un grand besoin de social en France aujourd'hui. Est-ce que ça veut aussi dire que demain, on ne gouvernera pas comme on a gouverné aujourd'hui, on ne fera plus de la politique comme on en a fait jusqu'à présent? Vaste question. Vaste question. Alors ça me permet de dire un mot sur Saint-Brieuc, où je suis conseiller municipal, mais aussi de proximité pour les quartiers. Et c'est important, c'est le maire qui avait institué ça à son élection. Il a désigné des conseillers municipaux référents pour chaque quartier, y compris donc 2 de la minorité. Je suis conseiller de proximité pour les villages et ça permet de se confronter au réel, au quotidien des habitants et de remonter, alors à la mairie en ce qui se concerne, mais aussi au parti, les préoccupations des citoyens, de nos concitoyens. Quelles sont-elles leurs préoccupations aujourd'hui des citoyens briochins dans des quartiers comme le quartier des villages? Alors, je le précise pour nos auditeurs lointains qui ne connaissent peut-être pas Saint-Brieuc, quartier populaire, on pourrait le dire, très, très joli quartier de Saint-Brieuc. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, les habitants? Quelles sont leurs préoccupations? Leurs préoccupations sont très variées, hein. Ça va des problèmes de stationnement à des problèmes de raccordement de fibre optique, et puis aussi par rapport aux travaux. Actuellement, donc il y a un chantier important, c'est le bus à haut niveau de service qui doit traverser le quartier. Ça a beaucoup de répercussions sur les commerces, sur les habitants, et en particulier, donc, il y a un giratoire qui doit être percé. Ça a amené des habitants à réagir, et avec moi d'ailleurs, et on a lancé une pétition pour sauver cet espace vert Pablo Neruda. Il y a une pétition sur change.org. Et je ferai le parallèle avec ce qui s'est passé à Chartres, où j'ai travaillé à une époque. Le maire de Chartres avait considéré que pour un bus à haut niveau de service, il n'était pas nécessaire de percer les giratoires, parce que ça coûte une fortune. Et donc, à Chartres, ça n'a pas été fait. Et là, à Saint-Brieuc, la majorité, qui n'a pas écouté, en l'occurrence, son conseiller de proximité, décide de le faire quand même. Donc voilà, c'est une préoccupation parmi d'autres. Et puis bien sûr, il y a les préoccupations par rapport au commerce de proximité, c'est lié. Les personnes âgées ne veulent pas prendre le bus pour aller faire des courses à 2 ou 3 kilomètres de là. Donc voilà. Faire de la politique, c'est écouter les habitants des quartiers, même en zone rurale aussi. Aujourd'hui, écouter ceux qui vivent sur place. Et vous avez l'impression qu'il y a un décalage entre les politiciens et ceux qui habitent les quartiers, ceux qui habitent les villages, les villes?
Je ne veux pas être trop critique dans ma position. Je sais que c'est difficile d'être en responsabilité dans une ville comme Saint-Brieuc. Les demandes sont très divergentes. Je citerai un autre exemple, ce sont les commerces du centre-ville. Parce qu'il y a une réflexion importante là-dessus. J'ai encore hier été en discussion avec un commerçant. Il estime effectivement que la municipalité, en l'occurrence, n'est pas assez à l'écoute. C'est-à-dire qu'ils ont des projets, ils concertent, il y a des réunions de participation, mais il faut entendre. Il suffit pas d'écouter, il faut entendre, il faut tenir compte des préoccupations réelles des commerçants en l'occurrence, quoi. Et ce sont les commerçants qui sont les plus à même, je pense, de proposer ce qu'il faut faire. Vous voyez, moi je n'ai pas de compétences dans ce domaine-là. Je préfère m'attacher là où je suis compétent et faire des propositions dans ces domaines-là, quoi. Vivre dans les quartiers, c'est aussi vivre d'une façon pluriculturelle. On en parle beaucoup. Là encore, ça nous ramène à l'actualité du début du propos ou des propos de cet entretien. Vous avez vécu en Nouvelle-Calédonie un long moment. Pendant ce qu'il a été convenu d'appeler les événements en Nouvelle-Calédonie. J'aurais aimé que vous apportiez un peu votre réflexion à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui autour de alors, ce qu'on a un peu mis dans le paquet du vivre ensemble. Effectivement, j'étais en Nouvelle-Calédonie de 84 à 87, c'est-à-dire au moment des événements. Je travaillais là-bas. J'avais moi-même un service phare et balise où il y avait beaucoup de communautés qui étaient représentées. Et il fallait faire travailler et vivre ces gens ensemble. Donc je pense que effectivement la France, enfin la métropole, aurait intérêt à regarder un peu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, où les communautés arrivent à vivre ensemble. C'est pas simple, mais il faut un respect mutuel, il faut, disons, se parler, échanger, et c'est ça qui est hyper important aussi. Et les accords de Nouméa, donc menés par deux grands hommes d'État, qui étaient Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, ont permis de rétablir une certaine paix, je dirais, et ça dure depuis 30 ans. Par contre, il y a eu des référendums d'autodétermination qui se sont soldés par une victoire du oui, et aujourd'hui, l'enjeu, c'est que le corps électoral avait été gelé. C'est-à-dire que les personnes de métropole, par exemple, qui sont là-bas depuis moins de 20 ans, ne pouvaient pas voter à ce référendum, ce qui est quand même un déni démocratique. Donc Gérald Darmanin, maintenant, doit sortir de cette situation et dégeler le corps électoral. Et c'est un enjeu important pour eux. Et parce que du coup, les tensions reviennent. Et j'ai gardé des contacts là-bas et j'étais d'ailleurs en touriste au mois de mai. Et j'ai pu constater que les situations, elles peuvent être tendues par rapport à un cadre législatif qui est incertain. On parle beaucoup d'indépendance. Alors, ici en métropole, on parle d'autonomie. Pour certaines régions, on pense à la Corse. La Bretagne est demandeuse aussi, donc une forme de grande décentralisation. À Nouméa, on parle d'indépendance. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de concevable ? Dans l'état actuel, non. Disons que la Calédonie, c'est peut-être un des départements ou territoires d'outre-mer qui est le plus autonome économiquement, parce qu'il y a des ressources. Il y a le tourisme, il y a le nickel. Donc la balance est relativement équilibrée par rapport à d'autres départements d'outre-mer. Par contre, parler des dépendances, non. Alors ce qu'il faut savoir quand même, enfin ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui sont d'origine européenne, qui ont toujours vécu là-bas, qui sont nés là-bas. Et donc ces gens-là, on ne peut pas leur dire de repartir en métropole en l'occurrence, comme on ne peut pas dire en France aux Maghrébins d'origine de retourner au Maghreb. Donc il faut tenir compte de cette situation réelle et il faut que les gens arrivent à vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, c'est possible, mais c'est là où je ferai le lien avec l'extrémisme, c'est qu'il y a quand même des leaders extrémistes, mélanésiens en particulier, mais aussi parfois calédoniens, qui attisent ces tensions, alors qu'il faudrait apaiser. Mais l'indépendance, ce n'est pas économiquement viable, quoi. Donc rester quand même sous la tutelle de la France, mais avec une grande forme d'autonomie, peut-être un peu plus importante encore qu'aujourd'hui.
Oui, l'autonomie est déjà relativement importante, il faut aller au-delà et il faut que la France, enfin l'État français, se cantonne à ses missions régaliennes. Et c'est un peu ce qui se passe en France aussi, à un autre niveau, c'est que l'État doit se recentrer sur ses missions régaliennes. Tout ce qui est aménagement du territoire, urbanisme, transport, éducation nationale, devrait être décentralisé. On vous parlait de l'éducation nationale, il nous reste 2 minutes, c'est un peu court pour faire le tour, mais on a un petit peu négligé cet aspect des choses, l'éducation, on en parle beaucoup aujourd'hui, on dit voilà, la jeune génération, l'éducation c'est pas son truc. Est-ce qu'il faut revenir aux fondamentaux ? Je pense effectivement, bon, il se trouve que je suis élève instituteur à l'origine, donc l'éducation, je connais un peu. J'ai suivi une formation et c'est fondamental la formation des enseignants, des professeurs, et c'est quelque chose qui a été aussi beaucoup négligé. Et bon, après les responsabilités sont partagées depuis 30 ans, mais l'éducation c'est fondamental par rapport à notre société. Tout passe par l'éducation finalement, mais en même temps il y a un laps de temps qui est énorme. On ne peut pas dire qu'on va régler les problèmes des jeunes aujourd'hui, d'adolescents, par l'éducation. C'est trop tard. Donc, mais je pense, pour revenir à ce que je disais à l'instant, il faudrait décentraliser cette éducation. Elle devrait effectivement être plutôt une compétence régionale. Il faut dégraisser le mammouth, disait Allègre. Il avait parfaitement raison. Voilà, bien c'est là-dessus que l'on va se quitter. Bernard Kroguenec, conseiller national des Républicains, conseiller municipal d'opposition à Saint-Brieuc. Je rajouterai conseiller communautaire aussi à Saint-Brieuc, Armor Agglomération. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin au micro de Bretagne 5 Matin. Oui, ça s'est très bien passé. Vous aviez... c'est première radio Première radio en direct, oui. Merci à vous et bonne journée à tous. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.